Je suis pas grosse. Je suis dilatée. You put on the water, you wash it. What is the difference between the chicken and the house? On l'a fracassé! Le meilleur du rire d'Eli Kakou, c'est près d'une trentaine de sketchs inoubliables et une galerie de personnages hilarants. Tous créés par l'humoriste le plus marquant de sa génération. C'est le premier que j'attrape. Chuchoter, papoter, bavarder, En train de chuchoter, papoter ou quoi que ce soit. J'adorais. J'adore, c'était tout à fait bien vu. Il sortait du lot, quoi. Il sortait du lot. Madame Serfati, Jean-Paul Goudier, le Kakou ou bien encore l'attaché de presse. acheter du matériel. Pour la première fois, sa famille et ses proches révèlent tous les secrets de ses personnages. Il se nourrissait de situations qu'on vivait. Quand Eli était petit, il était très observateur. Il voyait tout. Comment sont-ils nés? Par qui l'humoriste a-t-il vraiment été inspiré? Vous êtes juif. Vous êtes juif. Madame Sarfati, c'est mon arrière-grand-mère. Shakum bismillah. Faut savoir qu'elle en a pleuré quand elle a vu le sketch. من عايش عليها مسكينة. Du moment où il arrivait à se faire rire tout seul, c'est que ça allait faire rire son public. Que ce soit bien clair entre vous et moi. Les gens en parlent encore, c'est incroyable. Il a rempli les plus grandes salles de France. Quelles sont les raisons de son ascension fulgurante? S'il devait rester 4 heures à signer des autographes, il restait 4 heures à signer des autographes. C'est un ovni, quoi. Ne pleure pas, tiens, pleure pour quelque chose. Mais c'est tous mes sketchs préférés. Si tu veux, je te dis, c'est Eli Kakou, putain. Qu'est-ce que vous voulez? Quel homme était-il dans le privé une fois les projecteurs éteints? Il avait deux faces, comme les grands comiques. Avez-vous fait votre devoir? Raconté et décrypté par sa famille, ses amis, les comédiens et les réalisateurs avec lesquels il a travaillé. Comble du sublime poussé au paroxysme intemporel. Il était drôle. Allô, la police? Vous avez demandé la police? Non, je ne quitte pas. C'est un comique à part qui restera à part. Il va falloir coucher. Il va falloir beaucoup coucher. Redécouvrez 20 ans après sa disparition ses sketchs désormais cultes. Mais faut rigoler. C'est un spectacle comique, on rigole. Faut rigoler. Madame Sarfati, c'est magnifique, c'est très décalé. Si vous dites aujourd'hui aux gens Eli Kakou, ils vont tout de suite vous dire Madame Sarfati, quoi. Allô, la police? Oui, c'est Madame Sarfati, à l'appareil. Vous êtes juif. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis pas grosse. Je suis dilatée. La dos du vieux, c'est tout de suite avant qu'on te donne une tréha. Ne pleure pas, tiens, pleure pour quelque chose. Vous êtes juif. Eh ben, on dirait pas, hein? Il a réussi à créer un personnage et à le faire grandir et en devenir une sorte de méga star. Coupez la musique. Il se moque de moi. Oui, riez. Vous verrez quand vous serez vieille, vous verrez. Vous serez toutes comme moi. Vous n'y échapperez pas. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas grosse. Je suis dilatée. Non, je suis pas grosse. Je suis dilatée. Je suis pas gros, je suis dilaté. Ouais. Oui, dilatée, oui. C'est normal quand on a eu 12 enfants comme moi. Oui, monsieur 12. Et je les ai bien élevés. Et je les ai tous mariés, barakallah.
Avec cette tête qu'il a, c'est extraordinaire. Quand Elie Kakou fait dire à Madame Sarfati « je suis pas grosse, je suis dilatée », je pense qu'il l'a entendu réellement. Madame Sarfati est une intime d'Elie Kakou. Élie, il était juif, donc il a dû connaître ça par rapport à des tantes, à des cousines, à des grands-mères, voir comment elles fonctionnaient, comment elles s'habillaient. On m'a pas demandé mon avis, on m'a dit voilà, c'est celui-là ton mari, je cut. Madame Sarfati aurait pu être une tante. Bah, elle est exagérée, avec ses fichus, ses châles et sa poitrine. Mais c'est cette couleur-là, cette naïveté-là, de tante, de tata. Tu sens que c'est quelque chose qu'il a vécu, qu'il a vu faire par des proches autour de lui, et qu'il a retransmis ça. Je suis pas grosse, je suis dilatée. C'est énorme comme réplique. C'est d'ailleurs une de mes tantes qui lui avait dit ça. Hein. Je suis pas grosse, je suis dilatée. Je suis pas grosse. Je suis dilatée. Oui, dilatée, oui. Madame Sarfati, c'est mon arrière-grand-mère, Mémé Rosine. Voilà, la grand-mère d'Élie, qui était juive tunisienne. Elle a grossi le trait, mais on la retrouve, on la reconnaît bien. Rosine, elle n'a pas du tout aimé. Hein. Savoir qu'elle en a pleuré hein, quand elle a vu le sketch et quand elle a compris qu'elle était source d'inspiration. Ça l'a fait pleurer. On a dû lui dire pendant 1 heure, mais non, mais c'est pas toi, c'est une caricature. Effectivement, elle avait ce châle sur la tête, mais pour dormir, oui, bon. Elle est venue avec vous? Ma petite fille, Fortunée. Quand Élie était petit, il était très observateur. Il observait toute la famille. De temps en temps, il nous faisait des spectacles que pour nous, où il refaisait chaque membre de la famille. Il imitait mes sœurs, la façon de danser, la façon de s'exprimer. Il reste plus que ma petite fille. Fortunée. Élie imitait plus les femmes de ma famille que les hommes, puisqu'elles étaient hautes en couleur, énormément de personnalité. Elles sont vraiment très, très drôles. Élie aimait beaucoup les femmes qui avaient des choses à dire. Et je pense que Élie a été extrêmement couvé par ses sœurs et par sa mère. Donc il a toujours été entouré de femmes et Élie avait un grand respect pour les femmes. Il aime beaucoup interpréter les femmes. Et ça, c'est très moderne. Elle a 34 ans, elle n'est pas mariée. Oui, ça s'est vu que je n'ai pas mariée à 34 ans, ça s'est vu. Moi, je me suis mariée, j'avais 16 ans. On m'a pas demandé mon avis, on m'a dit, voilà, c'est celui-là ton mari, je cut. Est-ce qu'on avait le droit à la parole? Maintenant, va, viens, chou, éclate-toi. J'ai dit, lait. Y a pas de gâtades qui tiennent. Vas-y, Mémé Rosine, c'est une femme qui est très courageuse, qui était loin d'être bête, qui était même plutôt intelligente et qui se battait dans la vie. Je peux vous poser une question indiscrète? Dites-moi. Vous êtes juif? Vous êtes juif. Ah oui. Ah, vous n'êtes pas juif? Ah non, je croyais. Non, je croyais. Non, remarquez, il en faut aussi, hein? Qui c'est qui va acheter au détail après? Avec ce châle qu'elle a, ses seins qui tombent. Avec le ventre bien fourni. Et ça met une puissance dans le personnage, ça met une puissance dans le jeu qui est extraordinaire. À moi, vous pouvez me le dire, non? Vous voyez bien, non? Que je vous dise quoi? Vous pouvez me le dire à moi, vous êtes juif. C'est le comique de répétition, moi, qui me fait rire. C'est pouvoir dire 10 fois la même phrase de façon différente et de faire monter les rires petit à petit. C'est ça, le grand art d'un grand comique, quoi. Vous êtes juif. Et puis il fallait oser se déguiser comme ça. Son attitude, remonter ses seins. Et je les ai tous mariés, Barkallah. Il était fidèle un peu aux femmes, aux mamies, aux grand-mères qu'on a connues, ouais. J'conne! Qui c'est? C'était notre grand-mère, c'était son costume d'ailleurs. C'était sa chemise de nuit, sa robe de chambre, son châle, ses pantoufles, tout. Et c'est Élie qui a créé ce costume tout seul. Hein. En fait, le ventre, c'était un coussin. Le derrière, c'était aussi un coussin. Il y avait le costume. Et les seins, c'était les ballons.
Chaque fois, c'est moi qui gonflais les scènes de Madame Sarfati, je gonflais les ballons tous les soirs. Et attention, c'était pas n'importe quel bonnet, si je puis dire. Les ballons, il fallait qu'ils soient gonflés d'une certaine manière, qu'ils aient une certaine grosseur. Ils avaient la grosseur d'un melon à peu près, voilà. Mais il fallait pas que ça soit un citron, il fallait pas que ça soit une pastèque. Vous n'avez pas de maison ou quoi? Et puis, il aimait pas changer, il aimait pas avoir des copies de costumes. Madame Sarfati, on avait fait faire une copie du costume parce qu'on s'est dit, on ne sait jamais, on le perd, on nous casse la voiture, on nous vole les costumes. Enfin, on avait fait une doublure, il s'en est jamais servi, jamais. J'ai dit, mais prends, il me dit, non, 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 je peux pas. Si je le mets, je vais pas être à l'aise. Vous êtes joué. Ce qui nous fait rire, c'est qu'on se dit on la connaît, quoi. On rit parce qu'on la connaît. Et en même temps, il y avait beaucoup de gens qui pouvaient s'identifier à elle aussi, ou qui reconnaissaient plutôt la voisine, hein, parce que s'identifier à Madame Sarfati, c'est pas évident. Je vous emmerde. Vous êtes là, tu nous emmerdes. On est emmerdé que par la merde, heck. Cette espèce de générosité, de bonne femme comme ça, avec ses soeurs et tout, c'est ce personnage, quoi. On en voit quelquefois dans la rue, je pense à lui à chaque fois. On a l'impression qu'on connaît cette dame, que c'est la gardienne de l'école, que c'est la maman d'un ami. On l'a déjà croisée au supermarché, au marché. Pas plus tard qu'hier. Je voulais acheter des fruits chez la marchande de légumes. Je voulais acheter des poires. Je voulais les choisir. La vendeuse, elle me dit, ah non, Madame Sarfati, ici on touche pas les fruits. Je dis, mais attendez, je veux voir s'ils sont mûrs. Je dis, ah non, vous vous rendez compte si tout le monde fait comme vous? Je dis, mais c'est pas tout le monde, c'est moi. Elle m'a dit, non, c'est moi qui vous sers. Eh ben d'accord, on va servir, moi. Le sketch de la poire, c'est trop drôle parce qu'Eddie adorait passer du temps dans les marchés, les couleurs, les odeurs, les personnages fantasques qu'on peut rencontrer. Et là, il a bugué sur une femme, voilà, qui regardait un étalage de fruits. Il m'a servi 2 poires comme ça énormes. J'arrive à la maison, j'ouvre la première. Elle était toute pourrie. J'ouvre la deuxième. Elle était pourrie aussi. Ah, ça n'allait pas bon, non, ça n'allait pas bon. D'où le coup de la poire, elle est toute pourrite. Elle a voulu me niquer. Puis je retourne. Je dis, madame, regardez, les poires que vous m'avez choisies, elles sont toutes pourrites. Qu'est-ce qu'elle me dit? Non, mais qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, mais oh, moi je suis pas dans la poire. Regarde, je suis pas dans la poire. Ouais, bah maintenant vous y êtes. Je crois que vraiment qu'Eddie Cacou, ça a été un des premiers à parler des personnages qu'on connaissait, qu'on aimait, mais en se moquant d'eux. Et ça, il n'y en avait pas beaucoup. Lui, il savait très bien le faire. Finalement, le rire n'est jamais moqueur, vilain moqueur chez lui. Il est toujours bienveillant. Il y avait toujours un côté très positif. C'est pour ça que ça fonctionnait et qu'on aimait ces personnages. Parce que derrière ça, il y avait beaucoup d'amour. Ne pleure pas, tu vas t'abîmer les yeux. Ne pleure pas, tu... Tiens, traf, pleure pour quelque chose. C'est nos parents qui disaient ça. Pourquoi tu pleures? Tu vas te faire mal aux yeux. Tu veux pleurer pour quelque chose? Tiens, traf, voilà une bonne tréha. Tiens, traf, pleure pour quelque chose. Alors évidemment, cette personne, c'est, on imagine la juive tunisienne, mais je pense que même si on ne connaît pas, on n'a pas eu affaire à des personnes qui ressemblent à Madame Sarfati, ça nous fait rire quand même. Je m'excuse, mais j'ai des problèmes familiaux et je dois téléphoner à la police maintenant. Oui, la police, oui. Aïe, Robby. Police. Allez. Allô, la police? Oui, c'est Madame Sarfati à l'appareil. Sarfati, c'est pas le nom de sa grand-mère. C'était le nom d'un ami qui faisait partie de notre groupe, qui s'appelait Moshe Sarfati. Il disait, ça va, Moshe Sarfati, Sarfati, Sarfati. Bon, et il arrêtait pas de dire Sarfati, Sarfati, jusqu'au moment où il a trouvé le son qui allait coller à ce personnage. Oui, j'ai demandé la police. Non, je ne quitte pas.
J'ai demandé la police. Non, je ne quitte pas. Madame Sarfati qui dit oui, je ne quitte pas. Allô, la police. Quand j'y pense. Vous avez demandé la police? Non, je ne quitte pas. J'ai demandé la police. Non, je ne quitte pas. J'ai demandé la police. Non, je ne quitte pas. Quand elle dit « Allô, la police »,« Allô, la police », non mais ça c'est très très drôle, c'est des trucs qu'on peut pas oublier. Allô, la police? Oui, c'est Madame Sarfati à l'appareil. Allô, la police? Oui, c'est Madame Sarfati à l'appareil. Allô, la police? Oui, c'est Madame Sarfati. Voyez comment c'est énervant? Allô, la police? C'est Madame Sarfati à l'appareil. Mais oui, je suis très inquiète. Mon mari a disparu. Oui, disparu. D'habitude, il rentre à 6h et là, il est 6h30, il est toujours pas rentré. Je cherche mon mari. Il est parti il y a une demi-heure, il devait être rentré, il n'est pas rentré. Mais oui, j'ai essayé d'appeler les hôpitaux, mais j'ai pas le numéro. Madame Sarfati, elle était touchante. C'était des personnages qui étaient voués à leur famille, à leur mari. Et c'est la raison pour laquelle, quand le mari ne rentre pas à l'heure, elle appelle la police, parce qu'il y avait cette inquiétude-là. Et c'est vrai qu'elles étaient comme ça, nos grands-mères, à l'époque. Quoi? Si je suis blonde, brune? Mais qu'est-ce que ça peut vous faire? Ah bon? Ja, Tixren, Nardinomouk. Vous vous rendez compte ce qu'il me dit? Non, mais écoute, me dit non, parce que si vous êtes blonde, il a dû partir avec une brune. Et si vous êtes brune, il a dû partir avec une blonde. C'est la vraie maman juive, c'est la générosité, c'est la possession, les gens lui appartiennent. J'adore, c'est vraiment ça. C'était tout à fait bien vu. Mémé Sarfati, ce qui me faisait rire, c'était la pugnacité de ce personnage. On ne pouvait pas résister à Mémé Sarfati. C'est vraiment l'impression que ça m'a fait. Quand j'ai vu, je suis resté scotché par ce personnage. Allô? Mon chéri, mon amour, mais où tu es? Mais je me fais un sang d'encre, où tu es? Où tu es? Quoi? La grève des trains? Quelle grève des trains? Mais non, mais moi j'étais à la maison toute la journée, j'ai pas vu passer la grève des trains. Tu attends que ça passe? Ah, tu attends que ça passe. Dis-moi, ta grève de train, elle est blonde ou brune? Oui, avoue. On t'a vu. La police t'a vu. Alors écoute-moi bien. Si tu n'es pas là dans une demi-heure, moi je refais ma vie avec quelqu'un d'autre et puis c'est tout. Oui. Oui, je plais aux hommes. Il y a Jean-Pierre Foucault et Fabrice qui m'ont téléphoné. Il y a Fabrice, il m'a dit fais ta valise, on y va même alors. Ah, écoute-moi bien. Avant d'être chauve, tu étais blond ou brun? Non, parce qu'ils vont te demander au commissariat. Et en tout cas, quand tu rentres, si tu me trouves pas, ne t'inquiète pas. En tout cas, si tu as faim, ouvre le frigo, il y a des boulettes. Mais bien sûr que Mémé Rosine faisait des boulettes. Mais là, tu parles des masterchefs de cuisine tunisienne. On a grandi, les boulettes. On est des boulettes, tous des boulettes. Elie, c'est... D'ailleurs, c'était un Tunisien et le vendredi soir, c'était couscous boulette. Allez, adreb, vas-y qu'elle pétrit la pâte. Vas-y qu'elle leur fait du couscous. Vas-y qu'elle leur fait des boulettes. Vas-y qu'elle leur fait des boulettes. Quoi, vous en avez marre de boulettes? Heck, voilà des keftas. Juste pour information, Élie faisait très très bien les boulettes. Cuisinait très bien, Élie. C'est trop mignon quand il finit son sketch, qu'elle dit « Bon, en tout cas, si tu rentres, il y a des boulettes dans le frigo. Si tu as faim, ouvre le frigo, il y a des boulettes. » Il y a de l'amour en barre, seulement il faut savoir le capter. Elle a 34 ans, elle n'est pas mariée. Ma fille, fortunée. Pourtant, elle est belle. Elle mesure 1,20 m de hauteur sur 1,20 m de largeur. Un canus. Un canus de Tunisie, hein? Fortunée, la vieille fille qu'elle veut absolument marier, il n'y a aucun mari qui veut l'épouser. On a tout essayé, tout. Une fois, on avait trouvé dans la chambre de Milo un livre. Il y avait dans ce livre la publicité pour un parfum qui attire les hommes. On a envoyé l'argent, on a reçu le colis discret. Comme ça, discret, très très discret. Fortune, elle est arrivée. Tata Bahlel a attrapé. Moi, je lui ai vidé la bouteille sur la tête. Vous allez.
Va t'aérer un peu, va. À 5 heures, le téléphone sonne. Shkoun! Qui c'est? C'était l'hôpital. On arrive à l'hôpital. On la trouve allongée de toute sa masse sur un lit d'hôpital. Meurtrie de partout, un tuyau dans le nez. Je suis sortie dans la rue, je me suis fait attaquer par une meute de chien. Le rêve de toutes les mamans, c'est de marier leur fille qui mesure 1,20 m de hauteur sur 1 m. Parce qu'on a déjà proposé, Élie, de se marier. Tiens, tu veux pas te marier avec la fille de madame un tel? Et puis bon, il me disait, mais attends, c'est quoi ça? Elle me monte dessus, elle m'écrase. Ils m'ont téléphoné. Ils m'ont dit, Madame Sarfati, on organise le bal annuel des célibataires. On sait que vous avez une petite fille, elle s'appelle Fortuné, elle a 35 ans, elle n'est pas mariée. On vous a téléphoné en premier. J'ai dit, merci beaucoup, Yatek Mardak, c'est que vous avez dit tout ça. Elle a tous les défauts et toutes les qualités de la terre, en fait. Avec sa fille, elle est monstrueuse. Une fois, le directeur de vacances, il est venu, m'a dit, Madame Sarfati, vous voulez pas qu'on prenne la petite, on l'envoie au kibbutz, elle va travailler un peu, elle va s'amuser beaucoup, et si Dieu veut, on la marie. Tous les orientaux, mais j'allais dire tous les parents du monde, ont l'inquiétude de savoir avec qui leurs enfants, leur fille va se marier. Et peut-être nous, juifs tunisiens, on est plus effectivement un impératif. Il faut qu'ils se marient, il faut qu'elle ait des enfants. Je dis, mais oui, bien sûr, pourquoi vous n'êtes pas venu la chercher avant? On dit, seulement le billet, c'est 500 000. Chakoum smallah. Chaque smallah. 500 000 pour aller travailler dans un kibbutz? Donc il se saigne, il l'envoie en Israël. Elle dit, on fait ceinture, on l'envoie. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait de l'envoyer? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Le premier jour qu'elle est arrivée au kibbutz, ils les ont mis toutes en file indienne, les petites jeunes filles, pour leur demander leur nom, leur prénom, la profession des parents, etc. Vient le tour de ma petite fille Fortunée. Ils m'ont dit, toi là-bas, viens ici tout de suite. Elle dit, Shkoun, Mané. Je dis, oui, toi. La frisée, la poilue, la mat de peau, la dos du viens ici tout de suite avant qu'on te donne une tréha. Voilà, je suis là. Qu'est-ce que vous me voulez? Elle dit, comment tu t'appelles? Elle a dit, moi je m'appelle Fortuné Sarfati. Moi j'ai Fortuné Sarfati. Ton compte est bon. Tu vas nettoyer tous les chiottes du kibbutz. Il était le seul à faire ça à l'époque, c'est-à-dire l'humour voilà, d'Afrique du Nord, de cette communauté pieds noirs, juive, etc. Shkoun! Qui c'est? Ce qu'il faisait, c'était vraiment unique, quoi. Hein. Cet humour, on peut parler l'arabe sur scène. L'humour juif tunisien, ben, ça se sent, oui, quand même. Ça, c'est... On voit vraiment la maman du bled, quoi. Il la faisait travailler au Rasbaba Larvige. Si je mange, je meurs à l'instant, hein? Il la faisait travailler 72 heures par jour. Le jour où je suis allée la chercher à l'aéroport, je ne l'ai même pas reconnue, alors. Je vois l'avion, il arrive sur la piste d'atterrissage. Je vois tout le monde descend, les stewards, les stewardesses. Baba, si, tout le monde descend, je vois pas Fortuné. J'ai beau aller, ils ont dû l'oublier là-bas, celle-là. Je vais vers une maigrichonne, je dis, pardon, mademoiselle, vous n'étiez pas dans l'avion avec ma petite fille Fortuné Sarfati? Elle se retourne et me dit, c'est moi! Je dis, comment c'est toi? Oui, le directeur, je lui crève les yeux, oui! Je l'avais envoyé peser 120 kilos sur la balance. Ils me l'ont ramené. Comme mon petit doigt. Madame Sarfati, c'est un personnage vraiment qui me touche profondément. C'est un personnage qui n'est pas dans ma culture, mais il s'est tellement bien interprété, il donne tellement de relief à ce personnage, et il donne une telle humanité qu'effectivement, je pense que ça touche tout le monde. C'est-à-dire de quelque chose de très culturel, de très particulier, il en fait quelque chose d'universel. C'est ça qui est fort aussi chez lui, c'est qu'il amène vraiment des personnages très touchants. Ça nous fait rire et ça nous bouleverse. On est parti, on a tout laissé.
On a beaucoup de tendresse pour Madame Sarfati parce que voilà, quoi, elle est généreuse et elle fait aucun effort pour plaire à tout le monde. Mais vous voyez pas que je vous présente mon futur mari? On s'est mis au garde à vous. Monsieur, bienvenue. Que nous vaut le plaisir de votre venue? Ça l'a impressionné, hein? Il a dit, je voudrais me marier avec la main de votre fille Fortunée Sarfati. J'ai dit, oui. Comment vous vous appelez? Il a dit, moi je m'appelle Jacques Legros. C'est Jacques Legros. Mais vous n'êtes pas de Tunisie, vous? Il a dit, non, je ne suis pas de Tunisie. Vous êtes d'Algérie? Mais non, je suis du Pas-de-Calais. C'est Pas-de-Calais. C'est pour aller, ça doit être un Marocain. Elie, en fait, a écrit beaucoup de sketchs, mais pour peu de personnages. Madame Sarfati, elle a 6 ou 7 sketchs dans sa carrière, on va dire. On la voit évoluer à travers les sketchs. Madame Sarfati est avec Fortuné. Au départ, elle lui demande de se marier, d'avoir des enfants. Après, elle se rend compte que finalement, sa fille est une femme. Il va te toucher la poitrine, il va te toucher la poitrine. Ah bah tu dis oui. Mais attention, Fortuné, pas trop quand même, hein? Parce que les fruits, une fois que tout le monde les a touchés, plus personne ne veut les acheter. Il va vouloir te monter dessus. Eh ben, tu dis non. Tu as compris? Tu dis non. Parce que s'il te monte dessus, c'est le déshonneur sur toute la famille. Tu as compris? Qu'est-ce qu'il y a? T'es pressé? Qu'est-ce qu'il y a? Quel âge tu as? 35 ans. Déjà 35 ans. Eh ben alors tu dis oui. 35 ans, tu dis oui. Voilà. Donc en fait, c'est une femme qui a la capacité d'évoluer, qui est extrêmement intelligente, qui a la capacité d'évoluer sur ce qu'elle a appris, sur ses principes, et de rentrer dans une forme de modernité. Et parce qu'elle a une capacité d'amour très grande. Tu dis oui. Attention, Fortuné, c'est toi qui lui montes dessus. Comme ça sera le déshonneur sur sa famille à lui. Sarfati, SAR est ferti. Johnny, il a une amie, c'est moi. T'as compris le coup? Après, je t'explique. Qu'est-ce que je fais avec un mec? Pour lui laver sa culotte, qui crève, c'est mieux. Qui c'est qui arrive? C'est cette nain d'air. Qui c'est qui a la force de faire un couscous pour 7 personnes? Ça va pas, non? Tu as compris le coup? Après, j'explique. Fortuné a toujours été dans les spectacles d'Elie, en effet, mais on ne l'a jamais vu. Donc à un moment, il fallait bien créer ce personnage. 3, 2, 1... Et la tronche de Fortuné. Enfin, moi, c'est le personnage que je préfère. La voir dans ce faux tailleur Chanel, alors qu'elle a un popotin énorme, et puis des lunettes ridicules, et cette perruque ni faite ni à faire. Bon, la brune et les garçons, c'est pas mal. Les autres, on vous écrira. Oui, Fortuné Sarfati. Oui, je suis inscrite sur la liste des auditions. Sarfati, SAR est ferti. Oui, je chante, je danse, je fais des comédies musicales. Comment? Oui, 35 ans. Célibataire, oui. Quand il a fallu faire le costume de la nouvelle arrivée dans le spectacle, c'est-à-dire Fortuné Sarfati, il voulait un costume genre Chanel, couleur Malabar. Et ça, je me rappellerai toute ma vie, parce qu'il m'avait envoyé acheter des tissus couleur Malabar. Je suis revenue avec ce que j'avais trouvé, quoi. Et il m'a regardé, il m'a dit, écoute, tu sais pas ce que c'est une couleur Malabar, je vais t'acheter un Malabar. Tu vas retourner demain. Je lui dis, mais rose, c'est rose, rose clair, un peu plus, un ton au-dessus, un ton au-dessus. Il me dit, non, le costume, il doit être rose Malabar. Donc il était très, très précis dans ses costumes. Oui, célibataire. Qu'est-ce que je fais avec un mec? Pour lui laver sa culotte, qui crève, c'est mieux. Elle se défend, Fortuné. Madame Sarfati en faisait un peu une victime. Or, elle n'est pas du tout victime. C'est une femme forte, en fait, hein. Où j'ai exercé, Eh ben, à Euro Disney, par exemple.
Mais oui, je suis allée là-bas un jour, ils n'ont pas voulu me laisser sortir du parc. Ils m'ont dit, Fortuné, tu restes. Tu manges, tu dors, tu pisses, tu chies, tu fais tout. Tu payes rien. Rien que tu mets l'ambiance. Je dis, d'accord, Prams. Quelle heure il est? Il est 5 heures. Allez, je bois le thé avec Blanche-Neige et puis c'est tout. Je me suis préparé. J'ai mis ma ceinture dorée, serré ma race. Sa race. Il résonne, hein, il est là. J'arrive chez Blanche-Neige, 5 heures, 5h30, pas de Blanche-Neige. 0 Blanche-Neige. Qui c'est qui arrive? Les 7 nains d'air. Qui c'est qui a la force de faire un couscous pour 7 personnes? Ça va pas, non? J'ai pris mes clics et mes claques et je suis partie. Elle est partie dans une troupe de danse. Finalement, elle essaie de suivre ses rêves. Et quelque part, suivre ses rêves, finalement, c'est aussi un parallèle. Parce que quand Ellie a dit qu'il voulait être comique, la famille était un petit peu sceptique en disant tu es sûre? Surtout que c'était le premier artiste, finalement, de la famille. Ma tante, elle lui a dit ok, tu veux faire comique? Ok, tu passes ton diplôme de prothésiste dentaire. Et ok, comme ça, tu essayes, et si ça marche pas, tu reviens, et comme tu es très manuel, tu feras prothésiste dentaire. Dès qu'il a eu son diplôme de prothésiste dentaire, il a suivi ses rêves. J'ai téléphoné à Johnny, il est venu me chercher en hélico. Oui, Johnny. Ah non, mais attends, je suis une amie de Johnny. Non. Johnny, il n'a pas d'amis. Johnny, il a une amie. C'est moi. T'as compris le coup? Après, j'explique. Notre amie qui s'appelait Paola à Marseille, elle nous racontait toujours des choses qui n'existaient pas. Oui, moi je connais le coiffeur, le truc. Oui, vous allez rentrer gratuit à la boîte, ne vous inquiétez pas. En fait, elle ne connaissait personne. Et c'est ce qui le fascinait. C'est ce qui, côté mythomane. Vous n'avez pas des PV à faire sauter? Des PV de voiture? Ah ben, si vous avez des PV, vous me les amenez, et moi, je m'occupe de vous les faire disparaître. Non, je connais très bien le commissaire divisionnaire de la place de Paris. Tu as compris le coup? Alors, tu m'amènes tes PV. Non, je peux pas le faire à tout le monde. Alors, tu te tais, tu la boucles, tu m'amènes tes PV, tu la boucles. Tu as compris le coup? Après, j'explique. Chaque fin de phrase, elle nous disait après, je t'explique. Après, je t'explique. Je me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas comme d'habitude. J'ai fait aussi les chœurs avec Claude François, avec tout le monde. Non, mais après, je t'explique. Comme d'habitude. Etc. T'as compris le coup? Après, j'explique. Il se nourrissait de situations qu'on vivait. Il regardait tout ce qui se passe et il chopait des petits mots et il disait oh là là, ça va aller dans le spectacle, etc. Et c'est comme ça qu'il faisait ses personnages. C'est les gens qu'il a croisés, donc il a un peu forcé le trait, quoique il a peut-être pas trop forcé le trait. Il s'inspirait vraiment de l'énergie qui était autour, de la drôlerie qui était autour. Il adorait être entouré de personnages drôles. C'est pour ça que l'entourage était toujours un petit peu circassien, je dirais, mais ça valait le coup. C'était son inspiration, sa source d'inspiration. Maintenant, si tu reçois la lettre d'huissier, avec tous les PV, doublés, triplés, quadruplés, tu t'affoles pas. Tu m'appelles et tu me donnes le nom de l'huissier avec le numéro de dossier. Et moi, je m'occupe d'étouffer le poussin dans l'œuf. Tu as compris le coup? Après, j'explique. Des filles tordues comme ça, il y en avait un peu quand même autour de lui. Hein. Il aimait beaucoup la nuit, hein, il sortait beaucoup. Il avait du mal à dormir le soir. Il dormait pas tôt. Donc quand on fréquentait Ellie, il fallait tenir bon. Il avait deux faces, comme les grands comiques. Ces gens qui sont très drôles et qui, une fois le spectacle terminé, ont une autre face, beaucoup plus sensible. Mais quand il montait sur scène, je pense que c'était une façon de vivre, de rayonner. Dans la vie, il était normal, quand même, il avait sa casquette, une bonne tête sur scène, voilà. Il s'éclatait. De toute façon, qui m'appelle? Qui m'appelle? Je crois que j'ai peur d'eux. Qui m'appelle? De toute façon, moi, d'ici là, je serai même pas chez moi. D'ici là, je serai déjà parti avec la tournée. Tu as compris le coup? Après, j'explique. Ah bah... Faut rigoler! Mais faut rigoler! C'est un spectacle comique, on rigole! Arriva Gigi Lamoroso. You put on the water, you wash it, Et d'ailleurs, ça pas, non? Il m'a mis la main au cul! Et
It smells like a flower. C'est à moi, c'est mon corps. Je fais ce que je veux, je suis une être humaine, merde. Il faut que j'aille acheter du matériel. Faut rigoler. Le sketch que je préfère d'Eli Kakou, peut-être son sketch sur l'attaché de presse. Eh ben alors. Pourquoi vous riez pas? Mais faut rigoler. C'est un spectacle comique, on rigole. Le spectacle d'Eli Kakou, c'est un spectacle comique. Alors on rigole, voyez, on s'amuse. Et toi, pourquoi tu rigoles pas? L'attaché de presse. L'attaché de presse. Mais faut rigoler. C'est un spectacle comique, on rigole. Vous avez payé vos places. Ah ben, faut amortir. T'as payé, toi? Toi, t'as payé? Eh ben alors, faut rigoler. C'est un spectacle comique, on rigole. Mais toi, pourquoi tu rigoles pas? Mais faut rigoler. C'est un spectacle comique, on rigole. Vous avez payé vos places. Ah, vous n'avez pas payé vos places. Ah, vous êtes invité. Ah ben, raison de plus, faut rigoler. En plus, il a vraiment... Il est vraiment cet attaché de presse qui est vraiment comme ça, qui... Mais il faut rigoler. C'est un spectacle comique. Faut rigoler. Cette espèce de promenade comme ça. Bah, alors... Vous savez ce que c'est, une attachée de presse? Eh ben alors. Oui, je suis l'attachée de presse d'Eli Kakou, oui. L'attachée de presse, je convoque la presse, j'écris à la presse. Je prends une enveloppe. Je mets une invite. Bon, je colle un terme, bien sûr, je suis pas conne. Les cheveux, le manteau en léopard. C'est le léopard? Ah bah alors. Faut rigoler. Magnifique. Hystérique. Et ce petit chien, qui il est, ce petit chien? Il est mignon, il ressemble à mon chien. Eh ben là... Bah, c'est mon chien. Qu'est-ce que tu fous là? Tu es pas dans la voiture? En train de garder le poste? Tu viens au spectacle d'Eli Kakou? Alors faut rigoler, toi aussi. Sinon, je te fais piquer. Oh, on peut rigoler. Toi aussi, tu rigoles, Evelyne. Tu mets la lumière et tu rigoles, ça fait un de plus. Sinon, je te fais piquer. Toi, je rigole pas. Avec son vison, son cahier, sa perruque rousse. Et qui était tout le temps, effectivement, un peu comme ça, avec son cahier, son stylo. Il manquait juste le petit chien, c'est le chihuahua. Ah bah alors... Faut rigoler. Oui? Quoi? Encore? Mais je l'ai déjà fait hier. Ah, tous les soirs? Bon, d'accord. À un certain moment, l'attachée de presse, elle est là, elle est en train de voir s'il y a des gens, est-ce que ça va, etc. Vous êtes les invités, pas les invités, etc. Et puis à un moment, paf, il n'est pas content. La direction nous oblige à faire de la publicité. La direction de l'établissement nous oblige à faire de la publicité. D'avoir eu l'idée que dire que ce théâtre magnifique, l'Olympia, oblige à faire de la publicité pour la lessive Plouf. Et voilà, c'était Eli, quoi. Bien brave. La publicité pour Plouf. La nouvelle lessive pour les taches rebelles au citron. Avec des vrais morceaux de citron. Et il sort les morceaux de citron. Avec des vrais morceaux de citron dedans. Regardez. Hop, hop, hop. Perfectionniste jusqu'au bout. Il fallait la taille de l'épaisseur des citrons pour qu'ils puissent les tenir, pour pas qu'ils se cassent quand ils sortent de la boîte et pour que les gens qui sont au fond de la scène puissent voir les citrons. Tout était calculé. Pour les tâches difficiles, un peu de Plouf. Stop. Un peu, ça suffit. Le blanc, par exemple. You put on the water. You wash it, you wash it. You wash it, you wash it. You rinse, you rinse, you rinse. 3 times. Rince, tu rinces? You smell. It smells like a flower. You rinse, you rinse, you rinse, you smell, smells like a flower. Il avait un anglais un peu... mais que tout le monde comprenait, forcément, donc, parce qu'il avait la gestuelle qui allait avec. Tu parles anglais, tu parles pas anglais. Tu t'arranges à l'arrache, à la démerde.
C'est magnifique. C'est le sale gosse. Tu rinces. Tu crois que ça va passer? C'est la naïveté du truc. Les couleurs, par exemple. You put on the water, you wash it, you wash it. You rinse, you rinse, you rinse. 3 times. Tu rinces. You smell. It smells like a flower. L'avantage des sketchs d'Ellie, c'est qu'ils n'ont pas vieilli. Même si tu les montres maintenant à des jeunes, ils sont encore morts de rire. Le you wash it, c'est extraordinaire. You wash it, you rinse, you rinse. Quand tu le lis, c'est pas drôle. Quand tu lis le sketch comme ça. Mais interprété, vu comme il est habillé et comme il le joue, là, on prend une autre tournure. L'attaché de presse qui fait la promo de la lessive, ça a ajouté à la légende. Cette lessive plouf, les gens en parlent encore. C'est incroyable. Autre exemple. 3e exemple. Vous avez pas vu le 3e exemple, non? 3e, non? Bon, attendez, c'est pas grave, attendez. Cette culotte, par exemple. You put on the water, you wash it, you wash it. You rinse, you rinse, you rinse. 3 times. You smell. You put on the water, you wash it, you wash it. C'est pas possible d'avoir inventé un truc pareil. Et oui, il inventait tout ça. C'est moi qui lance ces artistes. C'est moi qui ai lancé Casimir. C'est moi qui ai lancé Casimir. C'est moi qui ai lancé Casimir. Casimir de l'île aux enfants. C'est moi qui l'ai lancé. Casimir, c'est moi. Oui, c'est ça. Et maintenant, je m'occupe du spectacle des Likaku. Et maintenant, je m'occupe du spectacle des Likaku. Eh ben alors. Faut rigoler. Bon, alors j'ai envoyé des invites à toute la presse. J'ai appelé tout Paris, ils seront tous là ce soir. Ne t'inquiète pas, c'est génial. C'est un métier de dingue. L'attaché de presse était très bien vu. J'ai téléphoné à Drucker. C'était occupé. J'ai téléphoné à Michel Drucker. Occupé. C'est pas grave. D'ailleurs, il l'a mis dans ses sketchs. Hein. Vous êtes l'attaché de presse des Likaku? Oui. Vous êtes l'attaché de presse des Likaku? Oui, c'est moi, oui. Ça fait... Il y a des mois que j'entends que c'est occupé. Alors je suis venu. Je suis venu rencontrer Eli Kakou. Oui, mais qui êtes-vous? Monsieur... Qui êtes-vous? Je suis Michel Drucker. Vous êtes Michel Drucker? Oui, oui. Et moi, je suis la reine d'Angleterre. Mais non. Allez, dehors. Dehors. Bah, je vais l'attendre devant sa loge, alors. Bon, eh ben, allez-y. Au revoir, mademoiselle. Il faisait une attachée de presse qui était plus star que l'artiste. C'est ça qui est drôle. J'ai envoyé des invités à Guy Lux, à Sébastien, à Sabatier. Non, Sabatier, c'est revenu peu cher. À Arthur, à Foucault. Ah non, Foucault, non. J'ai pas envoyé à Foucault. Foucault, non. Foucault, non. Vous allez pas me dire que vous n'êtes pas au courant? Foucault et moi. Mais vous lisez pas les journaux ici, Paris, La Belle Rousse, tout ça, c'était moi. Oui, mais moi, je travaille. Moi, c'est à moi, c'est mon corps. Je fais ce que je veux, je suis une être humaine, merde. Le sketch de l'attaché de presse, on en a beaucoup parlé, parce qu'il me disait, mais tous les attachés de presse sont comme ça. Ma chérie, je t'adore. Et ça, il adorait le faire. Il me dit, quand je fais le sketch sur scène, je force à peine le trait. C'est une folle, cet attaché de presse. On connaît des attachés de presse comme ça. C'est ça qui est incroyable. Il a réussi à faire une attachée de presse plus vraie que nature. C'est tellement vrai, mais tellement vrai. Alors, on ne dit rien devant la plus grande attachée de presse du monde? Madame Sarfati, c'est des trucs qu'il a appris dans sa jeunesse. L'attaché de presse, c'est quelque chose quand il est arrivé à Paris, et quand il a vu comment ça se passait avec les attachés de presse. Sébastien, il vient demain. Comme ça, c'est fait. Vous connaissez Sébastien? Vous êtes chaud? Vous connaissez Sébastien? Oui. Belle et Sébastien, vous connaissez? Eh ben, ils viennent tous les deux demain. Laisse-moi faire. Tu vois. Il a dû voir ça 25 fois. Donc il a dû dire, il faut faire un sketch là-dessus. Il faut faire quelque chose. Et d'ailleurs, il a été inspiré d'une vraie attachée de presse. C'était qui était son attaché de presse de l'époque et qui le suivait partout, qui était aux petits soins pour lui. En plus, elle voyait que ça marchait très bien. Elle disait tout le temps, c'est moi qui l'ai fait. Élie, c'est moi qui l'ai fait. Il lui avait même piqué son manteau. 3000 places assises, 3500 billets vendus. C'est normal. 2 demi-tarifs. Plus 3 invités.
Qui sont-ils? Les invités. C'est vous les invités, non? Vous êtes des amis des Likaku? Ben, il faut payer aussi des fois, hein? L'attaché de presse, c'est extraordinaire. C'est plus vrai que nature. Donc il savait, comme tous les grands humoristes, observer, piquer, tirer à la ligne le trait de l'ironie, mais beaucoup de tendresse quand même. Je me fais engueuler par la direction, elle me dit il y a trop d'invités. Je me fais engueuler par les Likaku, ils me disent mes invités, ils n'ont pas pu rentrer. Je me fais engueuler des deux côtés. À cause de vous. Oui, à cause de vous, oui. C'est un garçon qui aime beaucoup regarder comment les choses se passent. Bah, il avait le regard, hein. Il voyait tout de suite ce qu'il y avait à tirer d'un personnage. Il suffisait qu'on aille au resto, il allait regarder la table d'à côté, écouter ce qui se disait. Il regardait les gens, il les scrutait pour ensuite faire des personnages. Les journalistes qui voulaient rentrer, eh ben, je dis ben non, trop tard, les invités des Likaku, ils ont voulu les places, ils sont rentrés, voilà. Je me fais engueuler des trois côtés. À cause de vous. Pour moi, Élie, c'était comme une espèce de... une IRM des gens. Ils voyaient tout. Tout ce que plein de gens ne voient pas. Et il leur sortait avec sa patte, son style, son humour. Allez voir les journalistes dans la rue. Moi, quand je sors, je me fais tabasser. Vous restez sage 2 minutes. Pendant son spectacle, les gens faisaient la queue pour le spectacle suivant. Et il y avait l'habitude de sortir, de prendre quelqu'un qui faisait la queue. Il était habillé en attaché de presse. Il le faisait rentrer dans le point-virgule, il le faisait monter sur scène. Eh ben alors. Et quand Élie a fait la captation du point-virgule, il avait demandé à Gad Elmaleh de venir faire la personne qu'il allait chercher dehors, faire comme s'ils ne se connaissaient pas et jouer le jeu, quoi. Eh ben alors. Quand vous n'êtes pas venu voir le spectacle des Likaku, c'est un spectacle comique, on rigole. Quand vous n'êtes pas venu voir le spectacle des Likaku. Vous êtes bien journaliste, vous allez écrire pour quel journal? Ouais, je suis journaliste. Vous avez une carte de presse sur vous? Non, je l'ai pas. Vous n'avez pas de carte de presse sur vous? Et vous essayez de truander? Allez dehors! Dehors! Carrément! Il allait dans le public et puis il disait aux gens, tu veux que je fasse de toi une star? Il faut du matériel! Il ouvrait son truc comme ça, puis il avait plein de matériel à l'intérieur de son manteau. Tu veux que je fasse de toi une star? Tu veux? J'enlève les cacous, je te mets toi, tu veux? Non, il faut que je sache c'est oui ou non. Si c'est oui, il me faut du matériel. Tu veux? Après, je te fous à poil contre un grillage. Tu veux? Non, c'est oui ou non. Si c'est oui, il faut que j'aille acheter du matériel. Tu veux? Il faut qu'il y ait du rire, non seulement dans le texte, mais aussi visuellement. Et c'est vrai qu'il ouvre son peignoir, et on voit comme ça, et les gens, il y a un effet de surprise, et les gens sont morts de rire. Acheter du matériel. Voyeur, va. Les gens, ils sont morts de rire parce qu'on imagine très bien cet attaché de presse faire des trucs comme ça. Eh ben alors, t'as pas, non? Il m'a mis la main au cul. Carrément, il me met la main au cul, voyez? Il met la main au cul aux filles. Aux belles filles, en plus, hein? Eh ben alors, vous avez pas de femme? Eh ben alors, on va rigoler. Faut rigoler, c'est du comique. Ouais, je sais, moi aussi, quand j'étais jeune, je voulais faire imitatrice. Bah, c'était pour rigoler. Vous voulez que je vous fasse une imitation de Dalida? La parodie de Dalida avait été marrant, très marrant. On vient lui attacher une robe en paillettes comme ça, là. Et hop. Oh, ça va, vous avez jamais vu un top modèle? Et hop. Oh. Et perruque sur perruque, c'est quand même quelque chose d'étonnant. Maestro. Dalida, pour un humoriste comme lui, qui aime se déguiser, elle est excitante à imiter. Élie voulait la mettre sur scène, c'est tellement une icône. Arriva. Gigi l'amoroso. Toujours vainqueur, parfois vainqueur, mais jamais sans tendre. Même si c'est très drôle, c'est fait comiquement, mais
Mais franchement, dessous, il y a toute l'âme d'un grand artiste. C'est un sketch très tendre d'ailleurs, c'est pas un sketch moqueur. Il a rendu hommage à sa mère, qui était tunisienne d'origine italienne, donc qui comprenait, qui avait une sensibilité quand même forte à la culture italienne, qui chantait énormément, et notamment cette chanson, Gigi Lamorese en italien. Voilà. Thank you. Le premier que j'attrape, chuchoté, papoté, bavardé, je le fous à la porte avec un rapport de chez monsieur. Zéro. Don, don, don. What's a day today? Je ne veux rien savoir. What's a day today? Un point de plus pour les lèche-culs. Que ce soit bien clair entre vous et moi. Rendez-moi les copies! Bon, alors maintenant, vous vous taisez et vous sortez vos cahiers de géographie. Et je vous préviens, que le premier que j'attrape en train de chuchoter, papoter, bavarder ou quoi que ce soit, je le fous à la porte avec un rapport de chez monsieur. Soit bien clair entre vous et moi. Le professeur, je crois que c'est mon sketch préféré. C'est le sketch, pour moi, de démarrage, avec l'histoire du professeur, comme ça, il se dandinait, et je vous préviens. Enfin, voilà, et c'était un truc incroyable, il faisait rire tout le monde. C'était un personnage que les gens adoraient. Les vents chauds. Alors, les vents, V-E-N. Bon, alors je vous préviens. Premier que j'attrape. Chuchoté, papoté, bavardé, quoi que ce soit. C'est immédiatement rapport. Chuchoter, papoter, chuchoter, papoter. Ah ouais. Je peux le regarder jusqu'à la fin de mes jours en boucle. Je le trouve exceptionnel. Et je vous préviens que le premier que j'attrape, en train de chuchoter, papoter, ou quoi que ce soit, en train de chuchoter, papoter, bavarder, ou quoi que ce soit. Et ça, c'était le truc qui était repris par tout le monde. C'est ça qui était magique avec lui, c'était qu'il fabriquait des gimmicks aussi. C'est immédiatement porte, rapport, porte. Je le fous à la porte. Avec un rapport de monsieur... Je me rappelle pas. Je fais un rapport. Vous l'avez repéré, le nom? Il dit n'importe quoi. On comprend rien. De chez monsieur? Chez monsieur? De chez monsieur? De chez monsieur? Il fait le professeur qui est incapable de dire des fins de phrases qu'on comprend, en fait. C'est le professeur qui a tellement peur de ses élèves qu'il y a une fausse autorité, mais des fins de phrases pas prononcées. Et ça, je pense que forcément, il l'a vécu. Alors vous répondez présent à l'appel de votre nom. Ababou. Combien il y en a? Élie Kakou, son génie réside dans le fait de faire rire avec des gens que lui seul a rencontrés. Et finalement, on se retrouve tous là-dedans. Vous sortez une feuille canson 34 sur 17 et un crayon HB X327 prime. Vous vous installez sur votre établi. Je vais vous dire un mot. Et d'après ce mot, d'après ce qu'il va vous évoquer, vous allez exécuter un travail au fusain. Est-ce que vous êtes prêts pour ce mot? Êtes-vous prêts pour ce mot? Tout de suite, t'imagines les pauvres élèves, quoi. Exécuter un travail. J'étais tellement terrible petite, mes parents m'avaient mis dans une école de sœurs, où justement il y avait des sœurs qui étaient habillées
en habit de sœur. Il venait me chercher à l'école, il voyait tout ça. Et c'est devenu, plus tard, les profs, la rigidité, les punitions, ben voilà, c'est les profs. It may. It may not offer your hand with your luggage. Repeat after me. On devait avoir 12 ans. Il me rejoignait tous les soirs chez moi. Il imitait ses profs. Alors, tu sais, mon prof d'anglais, oh là là, tu sais ce qu'elle m'a fait. Bon, allez, vous sortez un quart de feuille. Interrogation écrite, flash éclair. Un quart de feuille suffira. Interro flash, c'est magnifique. C'était d'un vécu, c'est ce qu'il vivait à l'école, quoi. C'était toute cette observation de la vie et des moments de vie. Il aimait beaucoup reproduire les gens qui l'avaient fasciné à un moment donné. Tu peux pas interpréter ça si t'as pas regardé ce prof-là. Quelque part, il a laissé une trace forte, ce prof. Moi, je pense que Élie, toutes les personnes qu'il a imitées, c'est des gens qui l'ont séduit et qui l'affectionnaient. Vous marquez la date d'aujourd'hui en anglais. What's a day today? What's a day today? Je ne veux rien savoir. What's a day today? What is the day today? Today is a day. What's a day today? Un point de plus pour les lèche-culs. Vous marquez la date d'aujourd'hui en anglais comme vous l'indiquez vos petits camarades. Et les questions d'aujourd'hui, it may not, offer your hand, 5 minutes. Tous les profs, ce sont ses profs. Monsieur Vaudois, c'était le directeur de son école. De chez monsieur? Il n'y a qu'un prof, c'est le mien. Il ne l'a pas connu, ne l'a jamais vu, mais il le refaisait aussi bien que moi. C'était le prof d'italien. Il paese magnifico. Un paese magnifico. Le prof, il est génial, le prof. Quand il fait le prof d'italien, vous êtes en Italie. Carnet, recarnet. Il avait adoré cette histoire de prof d'italien qui mettait pas de 20, qui mettait pas de 19, qui mettait pas de 18. Moi, personnellement, j'avais que des 5 ou des 6, j'étais tout le temps collée. Et je lui racontais cette histoire de prof d'italien. Il l'a intégré dans ses sketchs. Ababou. 3. C'est bien. Bourgeois. 1. Fais des progrès. Giacalone. Sergio, come va la mamma? Va bene la mamma? Dove? Dove? La tua casa, la casa in Italia, dove? Roma. Va bene. 18. Je fais ce que je veux. Bonifacio, 15. Come va la mamma? Va bene la mamma? Dove? La tua casa in Italia, dove? Ajaccio. C'est trompé. 8. On a tous des profs complètement barjots. Des profs un peu limite, un peu borderline, on en a tous eu. Il était fou. Il avait un côté complètement imprévisible. Il avait une véritable folie en lui. Il allait au bout des personnages. Il n'hésitait pas à tirer sur la corde et à amener les personnages jusqu'au bout de tout ce qu'il pouvait donner. What is the difference between the chicken and the house? What is the difference between the chicken and the house? C'est la leçon d'aujourd'hui. What is the difference between a chicken and a house? Repeat after me. Quoi, vous savez pas what is the difference between a chicken and a house? What is the difference between a chicken and a house? Are you ready? Begin! Il vous reste 5 secondes. 5, 4, 3... Il y a des redoublants, quoi. 2... Zerbi Betayeb, vous vous séparez. 1, 0. Don, don, don. Quand il est habillé en curé, qu'il a un poisson d'avril derrière, qui se lègue et qui fait dong, 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 c'est à mourir de rire. Vous avez 2 minutes. Dong, dong, dong. Dong, dong, dong. Il était très souple, très fluide, un peu comme un danseur, mais aussi un peu comme un personnage de dessin animé, un personnage de BD. Je ramasse les copies.
Eh oui, c'est comme ça, je ramasse les copies. Les chefs de classe. Allez, les copies. Allez, les copies, allez. Rendez-moi les copies! Oh, le prof, un prof comme ça, tu sors du cours, t'es traumatisé. On voit la frustration qu'il a à être professeur, qu'il aurait aimé être beaucoup plus que ça. Au début, on se moque du prof, parce qu'il est dingue. Mais plus on écoute le sketch, et plus on a de la tendresse pour lui. C'est ça le talent des Cacous, comme des grands humoristes qui savent transformer ce qu'il y a de drôle au premier degré, même caricatural, et puis après, la tendresse. Je n'ai jamais vu une classe avec un niveau aussi bas. Je n'ai jamais vu une classe Avec un niveau aussi bas et aussi contestataire. et aussi contestataire. La respiration était toujours la même. Et c'est marrant parce que les rires du public se calaient toujours de la même manière. Il avait cette voix, il avait ce phrasé. Des fois, par moments, il longeait un petit peu la blague. Il avait des ruptures en plus. Une espèce de nonchalance et puis des trucs très nets, très précis. Il avait vraiment un sens de la comédie. Il nous donnait le temps de savourer ce qu'il nous racontait. Alors vous deviez analyser pour aujourd'hui le sentiment qu'éprouve le jeune Julien Sorel envers Madame de Rênal, du rouge et du noir de Stendhal. Tout ceci en un mot. Élie avait cette capacité de transformer son visage aussi et ne pas avoir peur d'être laid. Et Élie était d'une laideur quand il faisait le professeur de philosophie, c'est ça qui faisait rire. Il n'avait pas peur d'aller même au-delà de son physique particulier et de le tordre au maximum pour faire rire, quoi. Je trouve que Élie avait déjà un physique extrêmement comédie, extrêmement drôle. Comme les grands comiques, comme Bourvil s'est servi de son physique, comme Coluche, comme De Funès. Et il l'a surtout projeté comme ça à la face des gens. Et c'était fort, c'était fort. C'est clair! Un mot. Alors nous allons voir. Écrire une blague, c'est quelque chose. Raconter une histoire, c'est quelque chose. Mais te dire, je vais te faire rire et faire la mimique qui va te faire rire, ça, c'est très, très fort. Avez-vous fait votre devoir? Moi, je crois que Julien Sorel, du rouge et du noir de... Ah non, je dis! Vous n'avez pas fait votre devoir. Zéro. Vous n'avez pas fait votre devoir. Zéro. Et le professeur, c'était une danse, quoi. Hein, quand il fait un zéro. Avez-vous fait votre devoir? Moi, je crois que Julien Sorel, du rouge et du noir de Stendhal... Ah non! Pas fait votre devoir. Zéro. Il était drôle. Il exprimait beaucoup de choses sur le visage. Ses silences aussi, tout ça. Tout le monde n'a pas cette force-là. Avez-vous fait votre... Zéro. Élie Cacou n'avait pas de metteur en scène pour ses sketchs. C'est lui-même qui faisait la mise en scène, c'est lui-même qui pensait de quelle manière il allait amener le sketch avec le personnage qu'il allait interpréter. Il savait à quoi le personnage devait ressembler et il savait exactement ce qui pouvait faire rire son public. Personne n'a fait son devoir, si je comprends bien. Zéro. On n'improvisait pas dans les spectacles d'Élie. Tout ça était très précis. Il n'y avait pas vraiment d'improvisation. Tout était écrit, même si c'était jamais écrit.
craché dans le cahier de texte? C'est très particulier, Elie, parce que tout se passe dans sa tête. Il sortait de sa chambre avec le sketch dans sa tête qui était déjà prêt, il allait le mettre en place, et l'écriture du sketch, il allait la faire après. Qui a craché dans le cahier de texte? Qu'il se dénonce! Qu'il se dénonce! Je lui ferai rien! On le voyait avec son petit café des heures entières comme ça, mais en fait, tout était dans sa tête. Et quand ça sortait, c'était très puissant. Il était très précis, en fait, dans ce qu'il faisait. Même si ça n'apparaissait pas, on croyait qu'il était un petit peu flottant, mais pas du tout, en fait. Il était très précis. Allez, hop, on fait des passes. Allez, on fait des passes. Allez, essayez d'attraper la balle, essayez d'attraper la balle. Allez, on fait des passes. Allez, essayez d'attraper la balle, essayez d'attraper la balle. Allez, essayez d'attraper la balle, essayez d'attraper la balle. Essayez d'attraper la balle, essayez d'attraper la balle. Un jour, je lui dis, mais si on répétait le texte, il dit, mais quel texte? Ben, je dis, t'as pas écrit quelque chose? Non, non, j'ai pas écrit. Je dis, mais Élie, il faut qu'on l'écrive, hein, parce qu'on doit le déposer à la SACEM déjà pour commencer. Il avait demandé à Laurence, son assistante, de venir, de s'asseoir au premier rang. Il lui a dit, écoute, Laurence, tu viens au spectacle ce soir et tu notes tout ce que je dis, tu les déposes à la SACEM. Donc, il n'a jamais écrit un sketch. Il l'écrivait en jouant. Il était dans l'instantané. Non, j'ai dit non. J'ai dit non! Qui a dit Gargamel? Qui a dit Gargamel? Non seulement il n'écrivait pas, mais tous ses sketchs, il se voyait sur scène avec ses costumes et tout, et il me disait, il faut que ça me fasse rire. Il riait tout seul, des fois il riait tout seul. Je dis, pourquoi tu ris? Il me dit, c'est dingue, je me suis vu sur scène, habillé comme ça et tout, en train de dire ça, et il riait tout seul. Voilà, donc du moment où il arrivait à se faire rire tout seul, c'est que ça allait faire rire son public. Abdelkader, j'ai parfaitement vu et entendu ce que vous avez dit. Oui, je comprends l'arabe. J'ai enseigné dans les pays du Maghreb et je comprends l'arabe. Dourbia la Chabani, Dourbia. Ça vous embouche un coin, non? Oh, je suis fou! On était 12. Lui, il était seul. On l'a fracassé! Non, les grands, non, on les a pas fracassés. On a fracassé les petits. Elle, avant la fin de la soirée, je lui ai fait une soupe de langue. Petit, il était au collège, il avait marché sur le pied d'une nana, elle avait attendu à la sortie de l'école avec toute une bande de cacous marseillais qui voulaient le fracasser, quoi. Et je te fracasse, il était traumatisé par ça. Et ça a donné un sketch plus tard. Ça aussi, c'est l'un de mes sketchs. Mais tous mes sketchs préférés. Si tu veux, je te dis, c'est Élie Kakou, putain. Oh, Jeanne. Oh, tu sais qui je suis, oh. Oh, tu sais qui je suis, oh. Oh, je suis fou, oh. Putain, je suis un grand nerveux, gars. C'est pas putain, je t'achète pour je te fracasse, quoi. C'est qui je suis, oh. Putain, je suis un fou, oh. Mon gars, c'est pas je te fracasse. Mais pas quoi, oh. Mais quoi, lui, oh. Oh, tu connais le bar du téléphone? À Marseille, tu connais Marseille? Oh, tu veux pas que je te fasse bruit des vagues aussi? Pas quoi, lui, oh. J'avais dit, Amédée, j'avais dit. Jo, Amédée, ne te manque pas. Parce que si tu te manques, nous, on te manque pas. Putain, il s'est manqué, quoi. On l'a chopé. On l'a fracassé. Putain, il s'est manqué, oh. On l'a chopé, on l'a fracassé. Il a fracassé, oh. C'est tellement drôle, lui, en chef de bande. Le sketch du petit loupard marseillais qui fracassait tout le monde, c'était génial. On l'a chopé. On l'a fracassé. Je te fracasse, oh, je suis un fou, oh, putain. On était 12. Lui, il était seul.
Ce sketch, c'est marrant parce que j'imagine vraiment le voyou, il est vraiment dans une vraie bande, mais c'est le moins costaud de la bande. Et c'est lui qui lance les bagarres. C'est lui la plus grande gueule, alors qu'il est tout maigrichon. Le cacou. Je te fracasse! On imagine bien que c'est pas un mec dangereux. On voit bien que on les a fracassés. On voit bien qu'il n'a pas le physique à fracasser du tout. À fracasser personne. Je savais rien, laissez-le moi. Putain, il m'avait traité. Oh. À moi, tu me traites? À moi, tu m'appelles ta mère. Non, mais en plus, il avait un physique extraordinaire parce que il avait un physique vraiment très particulier, Élie. On pouvait même pas dire s'il était beau ou laid. On peut pas dire qu'Élie Kakou était le beau gosse humoriste de service. C'est pas son physique qui était drôle, c'était ce que lui était capable de faire de son physique qui le rendait drôle. C'est qu'il avait l'intelligence de se dire avec la tête que j'ai, le corps que j'ai, je vais en faire un élément comique. Et il savait utiliser son propre physique pour nous faire rire. On est allé danser à l'Annabelle. Vous connaissez la boîte, l'Annabelle? Ah, vous connaissez, vous? Vous en laissez rentrer? Ça m'étonne avec la tronche que vous avez. On devait avoir 18 ans. Hein, et nous, on se disait, on va aller en boîte ce soir et tout ça. Alors, on allait à l'Annabelle. Le portier, le videur, vous le connaissez, le videur? Celui qui est à la porte, qui vide. Le portier. On l'a fracassé. C'est con, il est pas con, lui aussi. Vous savez ce qu'il me dit? C'est quoi? Il me dit, vous êtes devenu un milomane. Oh, qu'est-ce que t'as dit, toi? Moi, pétomane? Je l'ai chopé. Fracassé! C'était vraiment une boîte comme à l'époque. Les gens, ils parlaient au DJ de loin. Ils disaient, oh, tu me mets ce morceau. Oh, tu me mets... Oh, Minéo, tu me baisses la stéréo, c'est trop fort. Oh, il est trop choqué. Tu peux pas mettre un peu de musique dans l'aquarium, là-haut? C'est pas con, lui aussi, oh. C'était vraiment ça. Le sketch du Kakou, on l'a vu. On est rentrés. On les a tous fracassés. Ces petits cakes là, ces petits cons, non? Ils sont pas cons, les petits cons, non? Non, franchement, des fois, ils sont cons, hein. Non, les grands, non, on les a pas fracassés. On a fracassé les petits. Mais non, les grands, on les a fracassés quand ils étaient petits, déjà. Maintenant, ils sont grands, qu'est-ce qu'on y fasse? On a fracassé les petits, on n'a pas fracassé les grands. On les a fracassés quand ils étaient petits. Oui, on a fracassé les petits. Les grands, non, on les fracasse pas, on les a fracassés quand ils étaient petits. Ils nous respectent, on les respecte, on se respecte mutuellement, pas vrai? Allez, ciao. On voit ce cacou bouffon qui est là, qui a un blouson noir. Il est tout maigre avec son petit perf. Avec cette tête-là et ce blouson de cuir qui va trop grand. Non, mais c'est magnifique. On l'a fracassé. Ce con n'est pas con, aussi con. C'est magnifique, parce qu'il faut y penser. Au blouson de cuir un peu, qui ne va pas. Il aurait pu choisir un blouson qui lui va très bien. Non. La comédie, elle est là. C'est que tout d'un coup, t'as cette tête-là, t'as plus de cheveux, t'as un blouson un peu trop grand. Tout ça, ça participe à la force du sketch. Je voyais qu'il y avait Ginette Badoul qui arrêtait pas de me regarder. Elle, avant la fin de la soirée, j'ai fait une soupe de langue. Putain, elle, avant la fin de la soirée, je lui ai fait une soupe de langue. Ce costume lui permet de rentrer dans son personnage. Je suis pas sûr que ces sketchs auraient aussi bien fonctionné s'il n'y avait pas le déguisement avec. C'était aussi important que ces textes. On pouvait pas avoir les textes sans les costumes sans les textes. Je suis descendu sur la piste de danse. Me fais pas, putain, ils sont restés cons. Oh, qu'est-ce que j'en fais? Tu peux pas mettre un peu de musique dans l'aquarium, là? Pas con, lui aussi, oh. Élie Kakou, c'était un enfant qui a ouvert sa malle de jouets, sa malle de costumes et qui s'est amusé avec ça et qui a créé des personnages. Du moment où il passait un costume, même moi, des fois, je lui disais, Élie, tu me fais peur. Parce que je lui changeais le costume et au moment du changement de costume, son visage changeait. Ce que je retiens, moi, d'Élie Kakou, quand je le voyais, il allait dans sa loge, il était toujours « Eh oui, pas facile ». Comme s'il jouait déjà son personnage. Oh, tu mets la musique, moi, je te fracasse.
Le spectacle était un spectacle de transformiste. Parce qu'il fallait qu'il rentre dans un personnage, puis dans l'autre. Et il y avait donc une mise en place dans les coulisses pour qu'il puisse accéder très facilement d'un personnage à un autre. Les changements de costume étaient très très rapides, oui, parce qu'il fallait vite aller en coulisses, il y avait 1 ou 2, 3 personnes pour l'habiller. C'est un peu le point commun de tous les artistes. On ne peut pas se permettre de se disperser trop en coulisses. Dans les coulisses, tout était calculé. Il ne fallait pas que ça dépasse d'1 millimètre. Mais avant de monter sur scène, ben, il était très calme. C'était un grand buveur de café. Donc avant de rentrer sur scène, c'était son petit café, puis après il allait faire son petit tour, il allait voir les danseuses, il leur demandait si elles allaient bien, il se préoccupait plutôt des autres, voir s'ils n'avaient pas le trac. Je me souviens une fois, il est venu me voir et puis il me dit « Ça va, Niedo, t'as pas le trac ?» Et je lui dis un petit peu, il me dit « Ah, ça va passer, t'inquiète pas. » En fait, il s'est soucié de moi. Ce qui est incroyable, c'est qu'avant de rentrer sur scène, toute l'équipe s'activait, il y avait un petit peu une effervescence comme ça, parce que le public était prêt, était déjà installé, il criait le nom d'Élie, et il devait rentrer sur scène. Et plusieurs fois, j'ai ouvert la loge, je l'ai trouvé en calbute, comme ça, en train d'arroser ses plantes. Et là, tu dis, mais ça va? Ouais, ça va? Et toi, ça va? Qu'est-ce que tu fais? J'arrose mes plantes. Là, il y avait un contraste entre l'excitation de tout le monde et sa sérénité. Il avait aussi un côté très Pierrot Lunaire. Très doux, très lunaire, très posé. Il y avait un truc comme ça, hop, il partait un petit peu, et je sais pas où il y allait, puis il revenait, il se ressaisissait à un moment donné, et il revenait avec nous. Elie Kaku était un maître du langage corporel, en fait. Le génie d'Elie Kaku, c'était d'avoir le don du mime. Physiquement, il savait être drôle, sans parler. C'est l'art le plus difficile, le mime, et lui le possédait complètement. Et on lui a reproché de ne pas avoir de texte, ça c'est vrai. Il n'y en avait pas beaucoup, mais il n'avait pas besoin de texte. Parce que les textes étaient dans son corps, dans ses déguisements, dans cette façon d'être. C'était pas un intello, mais il savait exactement l'émotion qu'il fallait générer. C'est au-delà des mots, c'est extrêmement visuel, donc c'est un clown des temps modernes. Elie n'a jamais eu pour but de faire rire de quelque chose d'intellectuel. Son but, c'était de faire rire, point final. C'était un rire entier, un rire orgasmique. D'ailleurs, il vient pas du conservatoire, il est de la Comédie Française. Il était au Club Med, et au Club Med, c'est des gens qui sont là pour faire du bien. Ça devient n'importe quoi. Oh, Junette. Junette. Tu aimes la soupe? Mais Jean-Paul Goudier. Mais moi, je suis pas mannequin, je suis peintre en bâtiment. C'est un imperméable d'intérieur. Je lâche, tu t'éclates. Comble du sublime poussé au paroxysme de l'intemporel. 5, 6, 7 et 8, tu bloques. Super. À montrer pour la Tour Eiffel ou quoi? Il n'y a que lui qui peut faire Jean-Paul Goudier. Des mélanges de couleurs, des mélanges de matières. Et les résultats sont assez étonnants. Je vends beaucoup à Londres, en Italie aussi beaucoup. Et à Paris, mes modèles ont été longtemps critiqués. Étonnant, non? Il fait le casting chez Jean-Paul Goudier. J'ai vu le look avec le truc doré sur la tête avec le pompon. Avec son truc sur la tête, c'est collant, c'est pas possible. Et il avait une façon de marcher. Parce que moi, ce que je recherche chez mes mannequins, c'est qu'ils aient une gueule, si vous me passez l'expression. Et qu'ils sachent sourire, ça c'est très important. Qu'ils sachent sourire, mais pas trop quand même.
C'est lui qui avait fait le collier qu'il porte, le chapeau, c'est lui qui l'a fait. C'était à la fois une caricature de ce qu'aurait pu créer Jean-Paul Gaultier, et en même temps, c'était crédible. C'était très pointu en même temps, c'était très recherché. Et puis, ça lui va bien. Le regard détendu dans le vague, rien désabusé, et puis basta, hein. On n'a pas besoin de plus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que mes modèles soient portés par tous. Aussi bien pour faire ses courses dans les supermarchés ou les grandes surfaces, ou pour prendre le métro et se rendre au boulot, tout simplement. Non, coupez. Coupez. Le sketch de Jean-Paul Gaultier vient de sa fascination sur la mode. Il adorait la mode. Voilà, il l'adorait. Moi, j'ai fait du shopping avec lui. Il adorait ça. Il était fou de casquettes, de baskets. Il aimait bien voir les derniers défilés qui passaient, si ça lui correspondait. Il aimait bien tout ce qui était un peu extraordinaire, quoi, qui sortait du lot. Oui, en l'absence de Jean-Paul Gaultier, c'est moi qui commande ici. Je suis top modèle, directeur des ventes et responsable du casting. Et en plus, c'est moi qui dois recevoir les clientes japonaises. Je sais pas si vous voyez. Comment? Si je parle japonais? Est-ce que j'ai une tête à parler le japonais? Allez chercher Mademoiselle Nguyen au 3e. Elle va faire la traduction. Mais je m'en fous qu'elle soit vietnamienne, elle se débrouille. À l'époque, c'est vrai que ça a été révolutionnaire. Et puis, il était content aussi, Jean-Paul Gaultier, puisque ça lui a fait une pub d'enfer. C'est un imperméable d'intérieur. En lycra basique. Admirez le minimalisme. Et surtout, les poils. Non, chez Goody, on aime bien que les hommes que l'on habille soient élégants à l'intérieur et à l'extérieur. Traduisez. L'imperméable d'intérieur, c'est Élie qui a inventé ça, c'est pas Jean-Paul Gaultier. Chez Goody, on a horreur des costumes tape à l'œil. On préconise aussi le grand retour du chapeau. Alors celui-ci, hop, hop, hop. Vous le connaissez, c'est un modèle de l'année dernière. Celui-ci, à Paris, passe inaperçu. Et passe partout. Non, je ne cesserai de dire c'est sobre, chic et stylisé. Traduisez. Ça nous fait rire parce qu'on dit ouais, c'est n'importe quoi. On va jamais mettre ça. On va jamais mettre des vêtements comme ça. Mais en fait, c'est ça aujourd'hui, quoi. Admirez le comble du sublime. Poussé au paroxysme de l'intemporel. Traduisez. Comment? Non, ce n'est pas la référence, c'est le prix. Traduisez. Il connaissait Jean-Paul Gaultier à cette époque-là. Donc il connaissait aussi les prix que pratiquait Jean-Paul Gaultier dans les boutiques. À savoir le prix? On fait le guerre pour une petite babiole à 12 000 francs. Quoi? Elles sont venues pour les soldes? Et le jour où Jean-Paul Gaultier l'appelle pour lui dire « J'aimerais bien que vous veniez faire votre sketch à mon défilé », il n'y a pas cru. Pour lui, c'était comme un rêve. En fait, il m'a dit « Tu te rends compte ?» Jean-Paul Gaultier m'a appelé. Mais Jean-Paul Gaultier? Mais moi, je suis pas mannequin, je suis peintre en bâtiment. Il manquait quelqu'un, ils m'ont dit de remplacer, et oh. Moi, je veux bien vous aider, mais quand même, faut pas aussi... C'est un abruti pareil. Il n'y a pas de mais. Vous allez vous mettre en place maintenant et vous écoutez bien ce que je vais vous dire. Malade. Il va falloir danser maintenant. Vous savez danser? Un petit peu, effectivement, mais... Alors on y va, allez, vous suivez bien le tempo. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, tu bloques. Non, tu bloques. C'est mieux. C'était un de ses copains qui lui expliquait « Mais non, regarde, quand tu avances, tu vois, tu bloques. Tu vois, moi, je fais ça comme ça, là, j'arrive et je bloque. Et ça marche, tu vois. Voilà. Et lui, il a appliqué ça. C'est pour ça que dans Jean-Paul Gaultier, il y a le mot « tu bloques ». 1, 2, 3, 4, 5, et 6, et 7, et 8, tu bloques. C'est mieux. Essaye de bouger un peu les mains. 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, tu bloques. Super. Et je pense qu'il aimait ça, le show, en fait. Très vite, il a inclus des danseuses sur scène. Il adorait danser, les danseurs, les chanteurs. Il était très entertainment, finalement. Elie, il a une vraie attirance pour la scène, pour le musical, en fait. On sent qu'il adore la revue, qu'il adore les gens, l'univers de la revue. Les boys, les danseuses, je sens qu'il s'éclaterait là-dedans. Il a amené de la danse, il a amené des costumes, il a amené de l'humour, et tout ça mélangé. C'est la grande école du spectacle, donc il y avait tout dedans.
il arrive, c'est une bombe, quoi. Il arrive, c'est waouh, personne n'a fait ça. Mélanger la chorégraphie, les grands ballets, les musiques, bam, pêche, etc. Très moderne, très avant-gardiste pour l'époque. Il avait un côté vraiment précurseur. Il sortait du lot, quoi. Il sortait du lot. Moi, j'avais beaucoup d'admiration quand je le voyais danser, très souple, très léger. Avant de travailler ensemble, on s'est rencontrés sur les plateaux de télé. Il était fan de danse. À chaque fois, il venait nous voir. Il disait, mais moi, j'aurais adoré être danseur. Ça me fait tellement, tellement triper. Et c'est vrai qu'il dansait dans ses sketchs et tout ça. Il y mettait du corps. Il avait cette différence avec les autres humoristes. C'était d'abord le mouvement, c'était d'abord le visuel, d'abord la gestuelle qui primait même avant le texte. Sa gestuelle. J'adorais. À la base, je suis danseur, donc je vois très bien quand quelqu'un a travaillé ses chorégraphies ou si c'est de l'impro. Et lui, c'était vraiment travaillé, c'était au geste près avec les danseuses. La danse fait partie de notre vie. On danse dans les réunions de famille. On a toujours tous dansé. Voilà, les épaules. 1 et 2, 3 et 4 et 5. Non, là, c'est nul. C'était plus un spectacle d'humour, mais c'était une comédie musicale. Puis il était assez pointilleux, en plus. Il savait exactement ce qu'il voulait. Exactement. Alors, la première, la rousse. Tu arrives, tu avances, hop, tu te retournes. Tu as compris? Bon, la blonde, tu arrives, schlac, tu te positionnes. Tu as compris? Il contrôlait tout en étant simple, pas démonstratif. Si chacun faisait son boulot autour de lui, c'était parfait, voilà. Sandrine, je veux du glamour. Tu as compris le glamour? Tu mets la main comme ça, le bras cassé, et tu avances. Tu pousses, tu avances. Tu pousses. Tu as compris? Bon. Il nous disait tout le temps, voilà, le spectacle dure 1h30. Je vous demande pas grand-chose. Je vous demande pendant 1h30 d'être attentif au spectacle. Je ne veux pas qu'on me loupe une lumière, je ne veux pas qu'on me loupe un costume. La troisième, qu'est-ce que tu fous? Tu papotes? Imbécile, viens ici. Tu te mets là, tu les rejoins et vous faites le pas que je vous ai appris, vous avez compris? Quand on faisait une bêtise, ça pouvait nous arriver. Il nous faisait comprendre qu'on avait fait quelque chose de pas bien, mais très subtilement. Tu arrives, elles sont là, tu arrives, et je là, tu t'éclates. Voilà, un peu plus haut la jambe si tu peux, hein? Bon. De toute façon, il criait jamais, il dit, hein, il nous lançait un regard, on avait tout compris. Hein. Mais quand il disait quelque chose, c'était coupant. Et là, on se recevait notre race. Une bonne tréha. On riait tout le temps quand on travaillait avec lui. Il y avait des moments de sérieux, mais nous deux, on riait. Il faisait le Zénith à l'époque de Paris et il voulait absolument que je fasse quelque chose dans son Zénith. Mais moi, c'était un mardi soir, je crois. Et j'étais sur scène. Je jouais dans un fédo. J'étais dans le premier acte, le deuxième acte où j'étais pas dedans, et je revenais au troisième acte. Il s'était arrangé pour que je puisse venir au Zénith. Je suis allée en moto-taxi. D'un seul coup, je me retrouvais sur un Zénith plein. On est revenu à Dardar, hein. C'était pile poil, je suis rentrée, mais clac, j'étais prête, paf, levé de rideau, fédo. J'ai un très beau souvenir de ça, ça m'a beaucoup amusé. On me dit de vous dire de rajouter un peu de crasse. Il va falloir coucher. Ah ouais, mais moi je vous donne les informations telles qu'elles arrivent. Est-ce que vous connaissez une certaine Nadine? Nadine Oumouk, ça vous dit quelque chose? Ouh, il va falloir beaucoup coucher. Bon, allez, sortez d'ici, espèce de conne. Vous êtes là, avec le micro en train de chanter, ça va très bien se passer. Ah non, c'est pas un micro que vous avez à la main. Le sketch du médium, ouais. Celui-là, je crois que c'est mon préféré. Cette femme a du cholestérol. Cette femme a du cholestérol. Qui a mis cette photo? Qui a mis cette photo? Je peux faire quelque chose avec les radiations. Qui a mis cette photo? C'est vous, madame? Vous êtes une parente? Non? Une voisine? Oui?
Et qu'est-ce que vous voulez savoir? La recette de son couscous. Vous êtes une voisine, vous avez qu'à lui demander, et puis c'est tout. Ah, elle veut pas vous la donner? Et moi, je suis médium, hein. Je suis pas collabo. Élie adorait la voyance, Élie adorait tout ça. C'est quelqu'un qui allait beaucoup consulter les voyantes, qui croyait aux signes, en l'astrologie, en l'au-delà. Qu'est-ce que vous y mettez dans le couscous, vous? Des tomates, des oignons, des œufs, ouais. Des gros lardons? Des lardons? Oui. Oui, vous me manque quelque chose, hein? Et sa sœur, d'ailleurs, Brigitte, aussi, elle nous tirait les cartes tout le temps. Tu vas t'acheter une voiture bleue, tu vas t'acheter une voiture comme ci, comme ça. Elle me racontait des trucs hallucinants. Et lui, c'est vrai qu'il croyait beaucoup à ça. Alors, le médium, c'est un sketch qu'on a fait ensemble. Parce que moi, je suis un peu médium. Et il se moquait chaque fois de moi quand je tirais les cartes, tout ça. Et on a fait ce sketch ensemble. On m'a dit de vous dire, voilà. Et c'était extraordinaire. On me dit de vous dire... Une fois, il y a une voyante qui m'a abordée dans la rue, qui s'appelait Marie, hein, et qui m'a prédit l'avenir, un avenir merveilleux, artistique, etc. Et à chaque fois, il essayait de retrouver cette voyante. Il me disait, viens, on va la voir. C'est ça qui l'inspirait. On me dit de vous dire... de rajouter... Vous devez mettre un peu de... un peu de crafts. Non, je ne sais pas ce que ça veut dire, vous savez. Moi, je vous donne les informations telles qu'elles arrivent. On habitait à côté du marché de la Ligue, ça c'était très drôle. Il adorait prendre du temps avec les vendeurs et sentir tous ces épices, tous ces trucs. Et il y a une vendeuse qui lui dit, eh ben, voilà, cette épice, c'est du cumin, c'est du curcuma, et ça, c'est du crafts. Un peu de crafts. Il est remonté du marché, il me dit, il faut mettre un peu de crafts dans le couscous. Et à chaque fois qu'il disait ça, c'était des fous rires. Il l'a mis donc dans la recette du couscous. Ben, vous mettez un peu de crafts. Bah, vous allez chez votre épicier, vous dites, je voudrais un peu de crafts. Mais c'est pas terminé. C'est drôle parce que c'est un personnage où il nous fait le sketch du médium, mais tout de suite derrière, on sent que c'est le médium foireux, quoi. Est-ce que vous connaissez une certaine Nadine dans votre entourage? Une parente, une voisine, je sais pas, j'entends Nadine. Nadine Oumouk, ça vous dit quelque chose? L'impression que j'ai eu la première fois que j'ai vu Élie sur scène, c'est j'ai jamais vu ça avant. C'est-à-dire quelqu'un qui a autant de personnages, qui raconte autant d'histoires et qui rassemble autant de communautés différentes. Élie Kakou, c'est un humour tout court. C'est pas un humour que pied noir ou que marseillais. Chacun se retrouvait à un moment donné dans son spectacle. Les juifs, les musulmans, les catholiques, les gays, les parisiens, les provinciaux, c'est ça qui était incroyable chez Élie. C'est pour ça qu'il avait énormément de public. Moi, je vous donne les informations telles qu'elles arrivent. Il faut savoir qu'Élie, après chaque spectacle, il restait des heures et des heures et des heures à signer tous les autographes, à prendre des photos avec tout le monde. Il y avait une table dans le Zénith où il recevait les centaines de personnes qui voulaient des autographes et des photos. Tout le monde pouvait l'aborder. Il restait des heures à signer des autographes. Il aimait son public, oui. Et s'il devait rester 4 heures à signer des autographes, il restait 4 heures à signer des autographes. Qui a mis ceci? Un micro, 1, 2, 1, 2. Qui a posé cet objet? C'est vous, mademoiselle? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Si vous allez réussir dans la chanson. En fait, Élie, ce qui est bizarre, c'est que de tout petit, il savait qu'il allait faire ce métier, quoi. Il savait qu'un jour, il allait monter sur scène. Tu sais, un jour, je ferai le Zénith. Il me disait, il y aura des danseuses. Ça sera formidable, ça sera un grand show. Et on était dans les petits cabarets. Je dis, oui, mais bien sûr, Élie, certainement, il l'a fait. Ce qui m'a toujours fasciné chez lui, c'est sa détermination. C'est quelqu'un qui croyait en lui, parce qu'il pensait que les autres ne croyaient pas en lui. En fait, Élie avait besoin d'être connu, d'être reconnu et d'être aimé. Faut voir avec les cartes. Il met les cartes. Il va falloir coucher. Ouh, il va falloir beaucoup coucher.
Mais ça n'a pas l'air de vous déranger en plus, hein? Non, mais ça va marcher. Bah oui, forcément, ça va marcher. Je vous vois. Vous êtes là, en train de chanter avec le micro, ça va très bien se passer. Ah non, c'est pas un micro que vous avez à la main. Ah ouais, mais moi je vous donne les informations telles qu'elles arrivent. Vous êtes sûr que c'est dans la chanson que vous voulez réussir, vous? La grande force d'Elie, c'était, je pense, sa simplicité. Et il refusait ce statut de star. Ce qui était important pour lui, c'est de rester connecté aux gens, parce que je pense aussi que c'était sa source d'inspiration. La notoriété était quelque chose qui l'enthousiasmait pour sa famille, parce qu'il vient d'un milieu modeste, mais lui ne le vivait pas si bien que ça. Maman? Je t'ai déjà dit de ne pas m'appeler par télépathie. Oui, tu peux utiliser le téléphone, toi. Oui, je suis au boulot, là, ouais, je suis au boulot. Marie-Vonne se marie. Marie-Vonne se marie. Qu'est-ce que ça fait à bouffer? Ah! Eh ben, je viens. Quoi? Une baguette? D'accord, je prends une baguette et je viens. Je te dis que je viens. Je finis avec le blaireau et j'arrive. Elie n'avait pas envie d'être célèbre plus que ça. Il faisait ça. C'était sa manière de s'exprimer, sa manière d'exister. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question? Oui, madame. Non, ne dites rien. Je vais deviner exactement pourquoi vous êtes là. Bon, allez, sortez d'ici, espèce de conne. C'est pas que le rire pour moi, Elie Kaku, c'est l'émotion, voilà. C'est moi! J'ai commencé, toi! Oui, le directeur, je vais cramer si vous voulez! C'est un comique à part qui restera à part. Il était un personnage en couleur. Franchement, c'est quelqu'un qui a marqué, quoi, qu'on regrette. Elie Kaku, ses sketchs ont été tellement marquants qu'ils font partie de son histoire et de notre histoire. C'est pour ça que ce serait un mythe à jamais. Par la simple force de la pensée, je vais éteindre toutes les lumières ici. À 3. 1. 2. C'est moi qui le fais. 3.